Donc on va vous parler d'énergie, décarbonée plus particulièrement. Alors on ne vous apprend rien en vous disant que l'énergie est vraiment une problématique centrale dans toutes les questions d'impact écologique, de transition écologique, puisque l'essentiel des pollutions, des impacts sont liés à une utilisation directe ou indirecte de sources d'énergie carbonées. Et donc ces problématiques d'énergie sont tellement centrales que l'idée de transition écologique des fois se résume simplement à une transition énergétique, où ça serait l'idée simplement de trouver une forme d'énergie décarbonée, permettrait de, sans rien toucher par ailleurs, de résoudre toutes les problématiques, les catastrophes écologiques en cours. Donc pour aborder ces sujets-là, quand on a commencé à travailler sur cette thématique-là, au début on se demandait s'il fallait qu'on prenne une à une toutes les sources potentielles d'énergie décarbonée qu'on met en avant dans la société pour résoudre ces problèmes. Il s'est apparu que c'était trop long, trop compliqué, de la même façon qu'ici on ne va pas pouvoir faire ce genre de panorama. On s'est dit plutôt qu'il était plus intéressant de fournir une grille de lecture. On s'est dit que face à une nouvelle forme d'énergie qu'on mettait en avant, on se posait en fait toujours les mêmes questions pour savoir si c'était viable. Donc on a voulu en fait simplement vous transmettre ces questions, ces questionnements qu'on se pose à chaque fois, une grille de lecture sous forme de questions. Voilà, si bien que vous avez donc une illustration de greenwashing liée à l'utilisation d'énergie décarbonée, une pub de McDonald's qui vante le fait de pouvoir faire tourner une partie de ces camions à l'huile de cuisson, ce qui nous a amené à cette problématique centrale de notre exposé. Mangeons-nous assez de frites pour faire rouler nos camions? Vous aurez une déclinaison de cette problématique à l'exposé suivant. Donc la première question qu'on peut se poser quand on parle d'énergie décarbonée est: est-ce qu'elle est vraiment décarbonée? Qu'est-ce que ça veut dire décarbonée? Donc vous voyez plein d'exemples ici de concept de forum zéro carbone, de chantier zéro carbone, de tout est zéro carbone. Donc il n'y a plus de carbone du tout. Et vous avez à droite, ici, pour l'exemple de la production d'électricité, la quantité d'émissions de CO2 par kilowattheure, donc par énergie électrique produite, de différentes sources d'énergie, donc évidemment des énergies fossiles, charbon, gaz, etc. Mais tout un ensemble également d'énergies dites renouvelables. Et vous voyez que les émissions de CO2 ne sont pas nulles. Alors certes, elles sont très faibles, mais la problématique est quand on imagine des solutions comme par exemple la captation de CO2 dans l'atmosphère, plein de systèmes comme ça extrêmement énergivores qui vont demander énormément d'énergie. Eh bien, même une petite quantité de CO2 émis par kilowattheure, quand la demande énergétique derrière est énorme, constitue une grosse quantité de CO2 émise. Donc on ne peut pas considérer ces énergies comme complètement décarbonées. Il faut toujours prendre en considération même ces petites quantités, étant donné l'échelle de nos consommations énergétiques et l'ampleur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires à notre transition. Alors une deuxième question qu'on peut se poser, c'est celle de la solution qui est mise en avant répond-elle à l'urgence de la situation? Donc vous voyez deux exemples qui sont ici illustrés sur le côté, par exemple la fusion nucléaire ou le fait d'utiliser des microalgues pour faire des biocarburants pour l'aéronautique, mais on peut en trouver pléthore hein, dans le paysage médiatique, comme par exemple de l'électricité qui serait produite par des plantes ou différentes choses comme ça. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est toujours celle de l'urgence, hein, donc en se rappelant que pour limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés idéalement ou 1,5, ça nécessite des réductions de gaz à effet de serre qui sont extrêmement rapides. Et donc l'engagement de l'Europe à ce sujet, on le rappelle encore, c'est moins que 55% des émissions en 2030 pour respecter l'accord de Paris, soit une diminution des émissions de CO2 de 8% par an. Donc si la solution qu'on vous met sur le tapis va être prête pour 2040 ou 2050, elle ne participera en aucun cas à une tentative de respect de ces accords de Paris. Et donc de ce point de vue-là, ne répond pas du tout à l'urgence.
le risque de présenter ces solutions-là, c'est vraiment celui de diversion et d'immobilisme. En gros, quand quelqu'un vous dit il n'y a pas de problème, la fusion nucléaire va arriver et les scientifiques vont résoudre le problème, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas de la fusion, il vous dit juste moi je ne vais rien faire maintenant et je ne compte pas faire les choses qu'il faudrait faire aujourd'hui, je vais compter sur d'éventuelles solutions pour le futur. L'autre, et donc ça a été bien illustré par nos prédécesseurs lors de l'introduction, mais ça c'est typiquement le fruit d'une pensée technosolutionniste. Autre grande question liée aux sources d'énergie décarbonées est la source d'énergie dite primaire. Parce qu'on met très souvent en avant des vecteurs énergétiques, non pas des sources d'énergie, comme par exemple l'hydrogène. Alors ce sont des vecteurs énergétiques, ça veut dire que ce ne sont pas des sources d'énergie qu'on trouve dans l'état naturel, mais ce sont des formes énergétiques qu'il faut produire. Il faut les produire à partir d'une source d'énergie qu'on dit primaire, qu'on trouve à l'état naturel, on va dire, et qui, elle, peut être vertueuse ou non. Alors vous avez des exemples ici, encore une fois, de greenwashing liés à l'hydrogène. Voilà tout ce qu'on rejette en roulant à l'hydrogène, plastique omnium, voilà, un verre d'eau, ou cette publicité assez affligeante de 2 enfants qui se baignent dans l'eau qui tombe d'un avion qui roule à l'hydrogène et qui s'écrit « J'adore les avions à l'hydrogène, vive l'écologie ». Ce n'est pas une publicité ironique, hein, c'est une vraie publicité. Donc voilà, la question de l'énergie primaire est très importante. Alors vous avez un petit schéma, voilà, une voiture thermique qui roule au pétrole, elle émet du CO2, bon voilà. Une voiture qui roule à l'hydrogène, elle émet de l'eau, mais si cet hydrogène a été produit, comme c'est le cas majoritairement actuellement, à partir de gaz naturel, par vaporoformage, vous avez énormément de CO2 qui est émis dans la production d'hydrogène. Okay. Autre exemple, si l'hydrogène est cette fois-ci produit à partir d'électricité, donc pas directement à partir de gaz naturel, mais que cette électricité est produite par exemple à partir de charbon, vous n'avez aucun gain en émissions de CO2, voire vous pouvez avoir une aggravation, puisque dans la transformation de l'électricité en hydrogène, vous avez des pertes énergétiques. Donc au final, vous pouvez émettre plus de CO2 que vous en aviez au départ. Donc toujours se poser la question de quelle est l'origine de ces formes d'énergie. Une autre question à se poser, c'est celle des ressources et des autres impacts. Alors notamment, donc là vous voyez dans ces 2 exemples sur la gauche, hein, l'association avec ces énergies qu'on appelle souvent vertes et puis la nature, hein, les panneaux photovoltaïques à côté des champs de blé, et cette magnifique image subliminale d'une centrale nucléaire en forme de cascade dans les montagnes, qui est vraiment très belle. En fait, toute l'électrification, puisque lorsqu'on parle de transition vers des énergies décarbonées, il y a d'abord l'électrification, nécessite une quantité énorme de cuivre, donc avec une très forte augmentation des quantités de métal disponibles, mais plus généralement, quasiment toutes les formes de production d'énergie nécessitent de l'extraction de matériaux, et en particulier les énergies renouvelables, hein, les panneaux photovoltaïques nécessitent beaucoup d'aluminium pour leur support par exemple. Et donc dans ce cas-là, il faut toujours se poser la question des ressources. Alors le problème des ressources, principalement, c'est que de manière inéluctable, et ça on peut pas faire grand-chose contre, la concentration en minerais diminue au fur et à mesure qu'on exploite les ressources minières, ce qui veut dire que les déchets et les pollutions liées à l'extraction minière augmentent nécessairement. Juste pour donner un chiffre qui me paraît quand même assez intéressant, lorsqu'on extrait de l'or du minerai, dans 1 tonne de roche, il y a 1 gramme d'or. Voilà. Donc en gros, une mine, c'est une entreprise à produire du déchet. Et dans certains cas, pour certains métaux, en fait, cette roche contient des métaux lourds, de l'arsenic, qui vont inévitablement, un jour ou l'autre, progressivement, se retrouver quelque part dans l'environnement. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête lorsqu'on parle de ces sources d'énergie, c'est celle des ressources minières qui vont avec.
Il y a d'autres impacts en dehors de l'extraction minière qu'il faut avoir en tête. Ça peut être celui qui peut être lié au déplacement de population, par exemple dans le cas de la construction de gros barrages hydroélectriques, dans lequel on est amené à inonder des surfaces qui peuvent être extrêmement importantes. Et puis, peut-être de manière encore plus importante, parce que c'est à beaucoup plus grande échelle, c'est tous les impacts liés à l'extraction de biomasse, donc tout ce qui va être en gros l'utilisation d'énergie à partir de ce qui pousse dans les champs. Et là, il y a des inquiétudes très fortes au niveau de tout ce qui va concerner les pertes de biodiversité, parce que si on veut que ces sources d'énergie à partir de biomasse soient en quelque sorte rentables financièrement et énergétiquement, ça nécessite beaucoup d'intrants, donc une agriculture intensive qui va avec, et donc avec tous les problèmes liés à la biodiversité. Autre question, le besoin d'espace. Alors, jusqu'ici, on a eu accès à des énergies fossiles très concentrées, qui étaient facilement transportables et utilisables, donc des énergies dites de stock. Quand on passe maintenant aux énergies renouvelables, où là il s'agit essentiellement de capter un flux éolien, solaire par exemple, on transvase la question du stock sur une certaine surface nécessaire pour pouvoir capter ces énergies qui, elles, sont très diluées. Donc la problématique de la quantité d'énergie qu'on est capable de produire se traduit par une quantité d'espace, une surface nécessaire pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques, des éoliennes ou utiliser de la biomasse. Donc pour vous donner une illustration de cette problématique d'espace, on vous met un exemple de calcul qu'on a fait pour le Césaire de Normandie, où l'idée était de savoir si on prenait les productions de carburant des 2 raffineries Total et Exxon qu'il y a dans le bassin de Seine, donc qui fournissent un tiers du carburant français, et qu'on décidait de les convertir pour qu'elles produisent essentiellement des électrocarburants, donc c'est-à-dire des carburants qu'on peut utiliser à peu près aussi facilement que les carburants liquides, mais qui sont produits à partir d'électricité. Quelle serait la surface, par exemple, d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de biomasse nécessaire pour pouvoir produire cette quantité de carburant. Donc vous avez une illustration, donc vous voyez, pour produire cette quantité d'énergie, il faudrait à peu près 32 000 km² d'éoliennes, donc c'est la surface de la Normandie. En panneaux photovoltaïques, ça correspond à 2 départements, mais complètement recouvert de panneaux photovoltaïques. Et pour la biomasse qui générait cette électricité, la surface de plantation dédiée est 15 à 30% de la surface de la France, donc on arrive sur des choses complètement ahurissantes. Alors évidemment, ce besoin d'espace, la surface, on l'utilise pour plein d'autres choses, notamment l'alimentation. Donc on arrive évidemment à des questions de compétition, d'usage, et donc à des choix nécessaires à l'utilisation de ces surfaces-là. Donc tout ça, ça serait dans l'idée. Encore une fois, on arrive à ces chiffres-là dans l'idée de conserver cette consommation énergétique énorme qu'on a. Voilà. Ça se traduirait de cette façon-là. Une question aussi, je crois que c'est la dernière question à se poser, c'est celle du stock disponible. Alors il y a beaucoup de publicité, là vous le voyez, ou de communication qui mettent en avant des choses qui a priori peuvent être considérées comme très vertueuses, qui est l'utilisation de déchets. Donc effectivement, les déchets, de toute façon, on aurait dû les jeter, s'en débarrasser, donc pourquoi pas les utiliser pour produire de l'énergie, donc avec l'exemple des huiles de cuisson ou des ordures ménagères qu'on peut retrouver, ou bien des déjections animales. Alors ça pose plusieurs problèmes. Le premier est que quand on commence à faire des calculs et à regarder quel est le stock disponible, on retrouve, alors que ce soit pour les ordures ménagères, les huiles de cuisson, les déjections animales, de l'ordre de 0,7 kWh par jour ou par habitant au niveau mondial. Alors ce chiffre ne vous parle pas beaucoup, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, les Européens moyens consomment 100 kWh par jour et par habitant. Donc on voit que ça représente une toute petite fraction. Et puis c'est illustré dans notre vie quotidienne. Vous savez qu'il y a par exemple les réseaux de chauffage urbain
jardins. Il y en a à Toulouse, il y en a à Lille, par exemple, qui sont basés sur l'incinération d'ordures ménagères pour chauffer des quartiers. Et donc, si on regarde, par exemple, les chiffres de Toulouse, on s'aperçoit qu'il y a en gros 3 à 4% des Toulousains qui sont chauffés par les ordures de l'ensemble de la région toulousaine. Donc, évidemment, c'est possible, mais ça représente à chaque fois des quantités assez faibles. Et puis, il n'y a pas besoin de faire des savants calculs pour s'en apercevoir. Si vous imaginez que vous allez essayer de chauffer votre maison ou de mettre dans votre voiture l'huile que vous avez à la fin de votre journée de cuisson, vous n'allez pas vous chauffer beaucoup et vous n'allez pas aller bien loin. Donc à chaque fois, ces stocks sont relativement faibles. L'autre problème qui se pose, c'est celui du coup de dépendre pour des besoins essentiels tels que la cuisine ou le chauffage sur des choses qui, par ailleurs, qu'on aurait tendance à devoir faire décroître. Donc typiquement, les déchets, bien que ce soit des déchets, en fait, ça provient de la pétrochimie, c'est du plastique, etc., etc. Donc ils ont vocation de toute façon à décroître, et quand on les brûle, on émet du CO2. Donc dépendre de ces déchets-là pour se chauffer, ça fait qu'à un moment donné, si les déchets diminuent, les gens ne peuvent plus chauffer. Donc ça me rappelle un débat ou des réactions de collectivités territoriales qui avaient protesté quand des gens avaient dit on va interdire les bouteilles plastiques. Ils avaient dit ouais, mais nous, des bouteilles plastiques, on en a besoin parce que c'est essentiellement ce qu'on valorise dans nos usines. Et puis c'est un peu la même chose pour les déjections animales, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut méthaniser les bousses de vache et en extraire du biogaz, par exemple. Mais si par ailleurs, on sait que les émissions de méthane des vaches pendant toute leur durée de vie sont très problématiques du point de vue climatique, c'est un souci parce que globalement, finalement, la méthanisation va être positive du point de vue climatique si on prend en compte l'ensemble de la chaîne. Et donc finalement, ça risque de nous bloquer dans certaines solutions qui ne sont pas vertueuses. Et donc, dernière question liée au risque. Ces questions des risques sont souvent mis complètement sous le tapis quand on présente des nouvelles solutions énergétiques. Mais elles sont très importantes et on les néglige souvent. Alors, voyez un exemple. Le fait de compter sur des plantations d'arbres pour diminuer nos émissions de CO2. Dans un contexte de réchauffement climatique avec une augmentation énorme des quantités de feux de forêt et donc avec ce risque de relarguer complètement tout le CO2 qu'on aurait absorbé par les arbres qu'on aurait plantés. Voilà, ça c'est un exemple de risque. Évidemment, quelque chose d'assez emblématique au niveau risque, c'est tout ce qui est nucléaire. Je crois que ces derniers temps, on en a suffisamment parlé, on a eu pas mal d'illustrations, que ce soit au niveau des accidents, de la gestion des déchets, de l'utilisation de ressources nucléaires en temps de guerre. Donc voilà, c'est un exemple relativement typique. Et vous voyez, ça n'empêche pas pourtant la société Orano de déclarer le nucléaire comme une énergie sûre. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est les questions liées à la captation et au stockage du CO2. Donc cette idée qu'on continuerait à émettre du CO2, mais on le capterait, mettons, en sortie d'usine. On pourrait le liquéfier et ensuite l'injecter dans des cavités géologiques qui avaient été exploitées pour des hydrocarbures, par exemple, ou du gaz, ou d'autres cavités, ou dans des zones aquifères. Et donc, voilà, sans se soucier de l'impact que ça pourrait avoir déjà sur le milieu, des potentiels risques de fuite et de relargage de tout le CO2 qu'on aurait émis parce que le CO2 peut corroder les puits d'injection, la roche, etc. Il y a plein de risques associés à ça. Et puis, un autre exemple très emblématique qui est la géo-ingénierie, qui est souvent, on entend souvent de plus en plus parler. Donc là, c'est vraiment jouer avec le feu, c'est toucher à des équilibres gigantesques qui pourraient avoir des conséquences bien plus importantes que la situation dans laquelle on est. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas souvent mises en avant, mais qui sont très graves et qu'il faut vraiment prendre en compte. Vous avez un exemple de citation du dernier rapport du GIEC lié aux approches de modification du rayonnement solaire, donc c'est tout ce qui est géo-ingénierie, qui devait être mise en œuvre, introduit un large éventail de nouveaux risques pour les personnes et les écosystèmes qui ne sont pas compris, mais ça n'empêche pas énormément de promoteurs de mettre ces solutions en avant.
Donc voilà, on va conclure. Je laisse Julien conclure. Oui, donc ce qu'on a essayé de vous montrer, c'était une méthode d'analyse des solutions miracles, où en essayant de faire passer finalement ces solutions miracles à travers un filtre de questions. Après, on peut en arriver à une conclusion sur l'adéquation ou non de ces solutions et surtout de leur mise à l'échelle de la production énergétique actuelle. Et donc, il nous semble, nous, que la priorité, c'est avant tout la sortie des énergies fossiles et cette maxime de bon sens, hein, qui est l'énergie la plus décarbonée, c'est celle qu'on n'utilise pas, et que donc la priorité numéro 1, ce serait de décroître notre consommation énergétique, puisque du coup, décroître la consommation énergétique, c'est limiter tout ce dont on a parlé, les impacts environnementaux, les risques, les problèmes de compétition dans l'usage des sols, etc. etc. Et ça pose du coup une question qui est extrêmement complexe, qui est la mise en œuvre d'un tel changement systémique qui va à rebrousse-poil par rapport à nos tendances, à l'augmentation de la consommation énergétique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et on a oublié de dire qu'en fait, voilà, on n'était pas tous les deux. Et il y a donc Florian, Michel et Frédéric qui ont contribué. On s'est fait quelques petites matinées chez Mickaël qui étaient fort sympathiques à réfléchir à toutes ces questions. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Oui, alors juste un dernier mot. Bon, ça peut paraître un peu déprimant, là, tout ce qu'on vient de vous dire. En gros, voilà, il n'y a aucune solution, tout est pourri. Voilà. L'idée, c'est pas que toutes les solutions sont complètement pourries, il faut les jeter, mais c'est qu'il ne faut pas les considérer comme des solutions miracles qui vont résoudre nos problèmes sans qu'on change nos modes de vie. Voilà. Ces solutions peuvent être utilisées à des échelles raisonnables dans certaines situations. Mais il ne faut pas les vendre comme des solutions miracles. Donc on peut les utiliser pour certains cas spécifiques, mais on ne peut pas se soustraire des modifications très profondes de nos fonctionnements socio-économiques et de nos modes de vie. Voilà. Bonjour, moi j'avais juste une petite question, je viens de vérifier je suis là, dans le bouquin. Pourquoi est-ce que vous ne mentionnez pas ou vous ne citez pas dans le livre des scénarios, et bon, je pense notamment à Négawatt, qui, me semble-t-il, résout pas forcément tout, mais enfin au moins adresse un certain nombre des questions que vous avez posées de système, de stratégie, de sortie des silos, etc. On va avoir un séminaire dédié au mois de mai sur tous les scénarios, justement. Donc ce sera l'occasion de rentrer dans ces détails-là. Dont celui de Négawatt qui sera présenté. Dans celui de Négawatt, exactement. Donc effectivement, Négawatt est le seul des multiples scénarios qui met explicitement l'accent sur la sobriété en numéro 1. Mais il faut bien noter que c'est pour l'instant le seul à le faire de manière aussi explicite. Mais d'autre part, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que malgré tout, ces scénarios tracent des trajectoires et proposent un ensemble enfin non, justement, ne proposent pas forcément de mesures politiques pour suivre ces trajectoires. Donc ça, c'est quelque chose qui est généralement assez absent des scénarios. Alors celui de Négawatt en partie, mais en particulier dans ceux de l'ADEME et de RTE, c'est des choses qui ne sont pas abordées de manière explicite, c'est-à-dire, OK, il y a une décroissance de la consommation énergétique, ok, on parle de sobriété, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et surtout, comment est-ce qu'on le met en place politiquement? Ce sont des choses qui ne sont pas présentes. Oui, à noter notamment que dans le scénario Négawatt, il y a une très forte utilisation de la biomasse, par exemple. Bonjour. Du coup, j'avais une question par rapport aux solutions que vous proposez. Enfin, si j'ai bien compris, c'est vraiment une remise en question de tout ce qui est implémenté jusqu'ici, que ce n'est pas des solutions miracles, etc. Vous proposez vraiment de prendre du recul sur ce qui est mis en place, etc. Et votre mot de fin, c'était de changer de mode de vie. Je veux juste avoir plus d'explications par rapport à ça. Ce que nous, sur lequel on insiste souvent, c'est ce concept de sobriété. Alors ça peut être sobriété énergétique, mais ça peut être pris dans un sens plus large. Alors il faut définir évidemment ce que ça veut dire sobriété, parce que c'est un terme très large. Donc notamment Négawatt, mais d'autres associations, d'autres chercheuses, chercheurs
décline ce terme de sobriété en 4 formes, on va dire, un peu plus opérationnelles. Et évidemment, la sobriété d'usage, donc c'est décider à un niveau individuel ou collectif d'utiliser moins des systèmes qui demandent de l'énergie, des services énergétiques. Voilà. Donc à un niveau individuel, ça veut dire peut-être baisser le chauffage. Voilà, à des niveaux collectifs, ça veut dire voilà, faire appel ça peut être faire appel à des sources, enfin réduire les déplacements, réduire voilà, ce genre de choses. Dans les services publics ou la lumière, ce genre de choses, voilà, baisser la consommation. Ensuite, il y a des sobriétés qui sont plus liées, sobriétés dites structurelles, qui sont liées, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, à l'organisation de nos sociétés, le fait qu'on soit obligé de faire énormément de kilomètres entre notre lieu de vie et le lieu où on travaille, où on doit, par exemple, avoir accès à nos besoins élémentaires, c'est lié à une organisation, à une structure qui serait nécessaire de changer pour diminuer la consommation énergétique. Ensuite, vous avez des sobriétés qui sont plus liées au partage de mêmes ressources. Donc, c'est-à-dire voilà, au lieu d'avoir chacun individuellement utiliser un certain service énergétique ou qui a demandé de l'énergie pour le produire, ben, on peut mutualiser. Voilà. Ensuite, vous avez la sobriété de dimensionnement. Ben, c'est chose qu'on a un peu du mal à envisager, c'est-à-dire essayer de dimensionner les choses pour leur usage réellement et pas surdimensionner les choses et donc engendrer des consommations énergétiques très importantes. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect sobriété énergétique, mais ça induit des transformations assez profondes dans les mentalités, dans l'organisation socio-économique. Donc on pourrait s'asseoir, discuter, et je vous parlerai de mon monde idéal, quoi. Mais après, voilà, ce sont des choix qui doivent être débattus collectivement. On n'a pas tous la même vision d'un monde idéal. Par contre, après, il y a des limites planétaires claires qu'on ne peut pas dépasser. Et donc ça, c'est difficilement négociable. Voilà. Alors nous, on prône voilà, des modes de vie, des organisations qui sont plus sobres. Voilà. Après, on peut discuter longtemps de ce que ça veut dire, mais je n'ai pas de solution miracle à vous proposer, mais ça demande des organisations, des changements collectifs très importants, quoi. Des décisions politiques fortes aussi. Mais sinon, on peut peut-être compléter la réponse de Michael à l'échelle de l'ouvrage et pas simplement de l'énergie décarbonée, parce que cette question des solutions, oui, mais alors que faire? Alors qu'est-ce que vous proposez? Évidemment, elle revient tout le temps, elle revient dans des débats publics qu'on peut avoir, elle revient, nous, enseignants-chercheurs, par nos étudiants, incessamment dès qu'on parle de ces questions, et elle revient évidemment face à un ouvrage comme ça. Cet ouvrage, effectivement, il est moins du côté des solutions. On s'est posé la question, mais ce n'était pas possible de les aborder aussi. Peut-être la Técopole s'attellera un jour à faire un ouvrage grand public qui balayerait des pistes de solutions, comme l'a expliqué Michael, qui ne sont pas juste ni techniques, mais qui sont de tout type. Bon. Mais quand même, il faut comprendre que cet ouvrage, pour nous, il a comme première fonction de déverrouiller l'imaginaire et d'éliminer un certain nombre de fausses visions, de fausses représentations, de faux discours et de fausses solutions clés en main qui sont que des enfumages, qui sont des promesses vides de sens, comme il a été très bien démontré sur l'énergie. Et ça nous paraît un premier pas nécessaire pour qu'ensuite les gens, oui, effectivement, c'est un peu, comment dire, ça peut être anéantissant, c'est un peu, il n'y a plus le Père Noël, quoi, non, la situation, elle est compliquée et elle est grave, les deux à la fois, et elle est urgente. Et à partir de là, nous, on considère que c'est la société tout entière qui doit se mettre en place, en marche, enfin, en mouvement, pour... En plus, entre les deux tours, là, c'est fatal. Donc, en mouvement, en mobilisation, peut-être en rébellion, pour inventer des choses. Donc, on voit cet ouvrage comme le fait d'éliminer la couche de fausses représentations qui nous maintient dans l'immobilisme, pour ensuite, non pas que les scientifiques proposent des choses, mais que la société, de partout, bouge pour essayer de se saisir de l'enjeu. Je n'ai pas encore lu le livre et donc je me réjouis de le faire bientôt. Mais je me posais la question par rapport à la démographie. Parce que, alors, sur des périodes courtes, c'est pas forcément, on sait que la démographie est quelque chose qui évolue lentement, mais c'est souvent un peu un tabou ou un non-dit. Est-ce que vous avez envisagé cette question, et notamment la réduction, le malthusianisme, etc., cet aspect, est-ce que vous l'avez inclus dans vos réflexions dans le livre ? Au niveau énergétique ou de manière générale dans le livre ?
énergétique et puis par rapport aux autres questions du greenwashing, parce qu'il y a souvent des discours, c'est pas la peine d'être malthusien, justement le technosolutionnisme va permettre de résoudre tous les problèmes, où on va trouver de nouvelles sources d'énergie, etc. Alors, je vais juste dire 2 mots par rapport à l'énergie. Déjà, on voit, si on trace les courbes d'augmentation de la consommation énergétique mondiale, beaucoup de gens disent oui, mais c'est pas simplement la population a augmenté. Non, si on divise cette consommation énergétique par la population, on voit que la consommation par habitant a augmenté. Ensuite, quand on parle de démographie, je pense qu'il faut faire un peu attention à où est-ce qu'on localise cette démographie. Dans les pays occidentaux, dans d'autres zones du monde, parce que l'impact par habitant n'est pas du tout le même en fonction de la zone géographique dont on parle, du pays dont on parle, et à l'intérieur même d'un pays, on va dire, la situation sociale, socio-économique des habitants. Évidemment, vous le savez, hein, ceux qui ont les revenus les plus importants sont aussi ceux qui pollue le plus. Donc cette question, elle doit être prise avec toute cette complexité et pas simplement, bon ben voilà, on va réduire le nombre de personnes sur Terre et puis ça ira mieux. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas complètement la négliger. Alors je vous parle juste, hein, c'est un pur avis personnel. Hein. Il ne faut pas la négliger. Mais elle doit vraiment être prise en compte dans toute sa complexité et sa différenciation, notamment en termes d'inégalité mondiale et à l'intérieur des pays. C'était pour revenir sur le point précédent. Là, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup d'humilité parce que dans les réponses que vous avez données, quand même, il y a de quoi faire sur les réponses de la sobriété, des changements systémiques et structurels, du partage et du redimensionnement. Je crois que là, c'est vraiment les fondamentaux pour recommencer à réfléchir en toute autonomie. Et évidemment, il ne faut pas attendre des solutions qui viendraient du Père Noël ou qui tomberaient du ciel, mais en se réappropriant la pensée critique constructive, en se réappropriant l'autonomie de pensée, voilà, tout est à faire. C'est quand même des bases qui sont pleines d'espoir. Et là, j'ai trouvé que vous étiez très humble sur le sujet. On est humble sur le sujet parce que c'est compliqué, ouais.